Bonsoir. On va passer, malgré ce que j'avais dit dans la dernière vidéo, on va passer un petit peu de temps à découvrir l'éditeur de code qui est disponible dans la Windows CVI. Je vais m'appuyer pour ça sur l'édition 2013 de CVI. Je vais vraiment vous montrer ce que j'utilise quasiment toutes les semaines, le week-end ou le soir, histoire de m'amuser un petit peu avec le produit. Et puis j'espère que ça vous rendra service. Ça me paraît plus important de commencer par ça que par une application avec une belle interface graphique. Là, sous les yeux, ce que j'ai, c'est un projet avec différents codes sources et puis une interface graphique. Ce projet est relativement simple, hein. Je vais le lancer ici en mode debug. C'est simplement un afficheur de Mandelbrot, mais qui tourne sur plusieurs threads. Donc on voit lorsque j'ai deux threads, ça va plus vite que quand j'en ai un seul. Et quand j'en mets 8, normalement, ça devrait aller un petit peu plus vite encore. Et bien évidemment, si je m'amuse à zoomer ou à taper sur la touche Escape pour retrouver ma position, bon ben voilà, j'ai une petite application qui tourne. Quoi qu'il en soit, le but du jeu ici n'est pas vraiment de voir un petit peu, n'est pas de voir comment est-ce qu'on construit l'application, mais le but du jeu est de voir comment est-ce qu'on construit du code et comment est-ce qu'on le corrige rapidement. Alors, je vais essayer d'avoir quatre grandes sections. Il y aura les outils que j'utilise pour éditer le code source. Il y aura les outils que j'utilise pour écrire effectivement du code source. On verra ensuite les raccourcis clavier que j'utilise lorsque je compile. Et puis si on a le temps, si je perds pas trop de temps au départ, on regardera un petit peu un bonus qui, je l'espère, rendra service à tout le monde. Alors, pour éditer un code source, la première des choses, hein, il y a un truc qui est tout bête, qui est là, ici, en bas, à côté du cadenas, là, c'est le mode de sélection des lignes. Bah, par exemple, si je fais ça, on voit que je peux sélectionner les lignes comme je veux, ok, avec arrêt du curseur, départ du curseur. Lorsque je me mets dans ce mode ligne, là, en cliquant simplement dessus, je sélectionne à chaque fois des lignes entières. Puis il y a un troisième mode qui de temps en temps peut vraiment rendre service, c'est le mode colonne. Donc si je m'amuse à faire ça, hein, si je supprime ça, et si je m'amuse à le coller par exemple là, ça va coller, tout est n'importe quoi, mais je suis bien en mode colonne. Alors dans CVI, ce qui est intéressant, c'est que normalement quand on fait CTRL Z, hein, tout ce qu'on a cassé revient dans l'axe, donc je vais retrouver mes éléments. Donc ça c'est le premier élément qui est bien utile. Je ne sais pas si tout le monde en a conscience, il est à votre disposition, il ne faut pas hésiter à l'utiliser. Le deuxième point, j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, hein, c'est les options d'indentation. Alors je reviens pas là-dessus, hein, une guerre de religion, hein, je l'ai dit l'autre jour, mais si on va dans options, éditeur préférences, formatting option, ok, on va pouvoir choisir parmi les styles d'indentation que l'on voudra, d'accord. Moi j'ai choisi le mode Java parce que je trouve qu'il est relativement clair. Vous noterez que lorsqu'on s'intéresse au pointeur, par exemple, on peut soit rien mettre du tout, soit, enfin, rien mettre du tout, ne pas changer ce que vous avez l'habitude d'écrire, soit l'aligner sur le type, soit au milieu, soit sur le nom. Et moi, j'ai décidé de les choisir, de le coller sur le nom. Et il en va de même hein, pour les autres options, par exemple, en ce qui concerne les labels, on voit que error ici va être aligné ou non. Donc ça permet vraiment de customiser un petit peu ce que l'on a envie de voir. C'est important parce que euh, lorsque l'on a un bout de code que l'on souhaite remettre en forme, hein, il suffit de le sélectionner ici et de faire Edit, format de sélection. Et puis lorsqu'on a copié-collé un bout de code qui vient d'un autre éditeur de code avec une autre indentation, vous faites format file et là c'est tranquille, vous allez retrouver entièrement votre manière d'afficher les choses à l'écran. Donc ça c'est une première chose. La deuxième chose, la troisième chose que je voudrais vous montrer maintenant, c'est un petit truc qui s'appelle CTRL Q, c'est le Quick Search. Donc si je tape CTRL Q ici, je vais avoir le mot search qui va apparaître. Et si je tape par exemple thread, je vais avoir les premiers éléments qui vont apparaître, qui vont être surlignés. Et si je continue à taper thread ou CTRL Q, excusez-moi, il va retrouver à chaque fois les différentes instanciations des mots que je viens d'écrire. Ça peut être assez pratique pour faire, comme son nom l'indique, hein, une recherche rapide.
Troisième point, bah tiens, ça me fait penser. Par exemple, lorsqu'on est en mode d'édition de code, si je double-clique sur un mot, d'accord, et si je fais bêtement CTRL F, donc je vais avoir la possibilité de faire une recherche. Ce qui est intéressant, c'est pas le fait qu'on soit capable de faire une recherche, mais c'est le fait qu'on soit capable de faire une recherche sur l'ensemble des projets qui sont sur plusieurs fichiers, et par exemple ceux qui sont dans mon répertoire, d'accord. Et puis, par exemple, je ne vais marquer que les points C de mon projet et ou de mon répertoire. Et puis, je peux lui interdire d'aller chercher dans les sous-répertoires ou autres. Bon, j'ai pas mal d'options par rapport à ça. C'est pas inintéressant de s'en rappeler et de ne pas oublier de cliquer sur Multiple File. Bien évidemment, ce qui est possible sur, par exemple, si je prends cette variable-là, si je fais CTRL H, pour faire un remplacement, bah, je peux ici directement remplacer. J'ai exactement les mêmes options qui arrivent à ce niveau-là. Donc je peux même utiliser ici des expressions régulières. Et bien évidemment, comme je l'avais dit tout à l'heure, faire un remplacement sur plusieurs fichiers. Lorsqu'on a du code à refactoriser, ça peut être quand même assez intéressant. Euh, on peut voir par exemple ici dans ce projet-là que j'ai plusieurs fichiers. Certains sont grisés, certains ne le sont pas. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Ce qui peut être intéressant par contre au niveau de l'édition de code, c'est de faire une différenciation entre deux codes sources qui auraient évolué gentiment avec le temps. Donc je vais pouvoir faire this with. Donc là, je vais pouvoir choisir l'un des fichiers qui est dans mon projet, enfin qui est ouvert. Bah, moi, je vais prendre la version 5. Donc là, je vais avoir deux fenêtres qui vont arriver à l'écran. Je vais essayer de les représenter ici. La première des choses, histoire de ne pas être perdu, je vais demander toujours dans mon menu diff de les synchroniser au top. Donc les deux fichiers sont synchronisés au top. Et puis, à partir de ce moment-là, je vais lui demander de me trouver la première différence entre les deux fichiers. Et on se rappellera que c'est CTRL-SHIFT-A par la suite. Donc là, je vais retrouver une première erreur, enfin pas une première différence. Et puis si je continue, bah, il me dit que les deux fichiers vont être complètement différents. Mais le but du jeu, ça va être rapidement de pouvoir retrouver nom de Zeus, de nom de Zeus, qu'est-ce que j'avais fait comme différence entre mes deux fichiers. D'accord. Vous avez pu noter que pour l'opération de diff, c'est pas nécessairement ce qui me plaît le plus, mais CVI fait ressortir de l'environnement de développement les deux fenêtres. Il en fait des fenêtres indépendantes. Si jamais vous avez le cas, hein, si vous en avez besoin, vous pouvez faire Release Windows et à ce moment-là, la fenêtre qui est pour l'instant sur un onglet bah, sortira de l'environnement de développement. J'aime pas trop ça, je préfère tout garder sous la main, c'est pas plus mal quoi. Ok. Un autre point qui peut être intéressant lorsqu'on est en train d'éditer du code et ou de refactoriser du code, par exemple je vais prendre cette fonction là. Si je m'amuse à aller faire quelque chose que l'on va faire ici dans le menu Tools, non, dans le menu Fenêtre, et je vais aller chercher le Code Browser. Alors je sais plus où il est, je ne le vois plus. Il est où? Voilà, Source Code Browser. Donc j'ai une seconde fenêtre qui apparaît. Si je m'amuse à coller ici, la fenêtre qui m'intéresse, je vais pouvoir voir où est-ce qu'elle est déclarée, par exemple. Et on va la retrouver entre autres dans un point H ici. Donc je vais y aller. Qui l'utilise, à qui on en fait et puis quelles sont les fonctions qu'elle appelle. Bah, a priori elle appelle ces fonctions là. Bah, en effet hein, si je viens ici on voit bien que je suis dans la fonction onNeedRedraw. Ça permet rapidement lorsque j'ai du code et que j'aime pas trop, j'ai du mal un peu à voir un petit peu où sont, qui appelle quoi, où, quand et comment, et si j'ai des noms un peu bizarres, bon, ça me permet rapidement de retrouver mes enfants. Lorsque je vais sur une fenêtre secondaire, hein, que j'ai le focus, c'est-à-dire que là j'ai bien quelque chose qui est bleu, si je fais CTRL W, je peux fermer ma fenêtre intermédiaire. D'accord. Euh, N'oubliez pas, lorsque vous êtes en édition de code, d'accord, que vous avez la possibilité d'enregistrer des macros dans CVI. Donc, si vous allez dans le menu Tools, sauf erreur de ma part, vous avez la possibilité soit d'enregistrer une macro, soit d'enregistrer une macro temporaire. Vous voyez qu'ici, moi, j'ai des macros qui sont déjà prédéfinis. Par exemple, il y a une macro que j'aime bien, hein,
lorsque je suis par exemple ici, si je fais CTRL SHIFT F12, il me met un to-do et puis j'ai plus qu'à taper ce que j'ai à faire. L'intérêt de ce truc là, de la même façon, hein, si je clique F12, je me mets une ligne de séparation. Alors comment ça se passe lorsqu'on va dans les outils? Donc le source code macro, lorsqu'on s'amuse à manager, on voit tout simplement que il suffit d'enregistrer les opérations que vous faites au clavier, et leur donner un nom, et puis après vous leur affectez un raccourci clavier et vous pouvez étendre les raccourcis clavier comme ça. Donc pour tous ceux qui seraient tentés d'avoir, par exemple moi je supprime une ligne, j'ai fait ma macro, le to do, rajouter des commentaires. Si jamais vous voulez faire vos propres choses, n'hésitez pas, hein, lâchez-vous. Il faut juste s'entraîner un petit peu à tout faire au clavier et à le laisser faire. Tiens, je vais me remettre en mode ligne, c'est vraiment le mode que j'utilise par défaut. Donc je vais le faire travailler comme ça. Ok. Bon, on peut peut-être même s'amuser à utiliser, hein, le CTRL Z. Hein. On voit qu'avec le CTRL Z, hein, il fait bien opération caractère par caractère. Il y a un autre point qui peut être intéressant. Alors je vais utiliser un autre fichier. Lorsque l'on est en train d'écrire une fonction, si je me mets juste sur la fonction et que j'utilise le raccourci clavier qui s'appelle CTRL SHIFT G, à ce moment-là, il va me permettre de mettre des tags de documentation de mon code. Par exemple, ici, je vais pouvoir écrire la fonction fait blablabla, blablabla, blablabla. Et puis, ce qu'il y a de bien, c'est que pour tous les paramètres, donc on retrouve ici action, on le retrouve là, on doit retrouver un X et on doit retrouver un Y, mais il suffit de rentrer ce qu'on a à faire, d'accord, et instantanément la documentation du code sera faite. Alors on peut se poser la question à quel moment est-ce qu'on génère la documentation. Si vous allez dans Build, Target Settings, vous pouvez demander en même temps que vous créez l'application, d'accord, vous avez la possibilité de lui demander de créer la documentation, generate source code from file, generate documentation from file, soit vous générez un fichier XML qu'après vous allez mâchouiller, soit un fichier HTML, soit les deux, d'accord. C'est quand même intéressant parce que c'est un bon moyen de documenter un code, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que si jamais vous passez un code source à quelqu'un d'autre, dès qu'il utilisera une fonction, mais il aura la possibilité d'avoir toutes les dans ligne que vous aurez bien voulu mettre à sa disposition. C'est quelque chose qu'on avait vu dans la version précédente, hein, de la vidéo. C'est donc quelque chose dont je vais parler maintenant, puisque c'est maintenant l'heure de la deuxième grande partie de cette vidéo. C'est les raccourcis que j'utilise lorsque j'écris du code. Alors la première chose, c'est tout bête, hein, mais si vous faites File, New, Project, vous pouvez faire des projets depuis un template. Autrement dit, CVI va mettre à votre disposition des projets prêts à l'emploi qui font des trucs de base, application temps réel, application Windows, avec ou sans interface graphique, DLL, ce genre de choses. N'hésitez pas à partir d'un truc qui est déjà commencé. De la même façon, vous pouvez créer, si vous créez un nouveau fichier source et que vous avez l'habitude de mettre un en-tête bien particulier, ce genre de choses, CVI vous donne la possibilité d'avoir des templates prêts à l'emploi. Cerise sur le gâteau, CVI bien sûr vous permet de créer vos propres templates, qu'il s'agisse des sujets, des projets et ou des codes sources. Et je vous renvoie là-dessus dans la doc, hein, qui est relativement bien faite. L'aide de CVI est assez complète, hein. Si vous allez dans template, sauf erreur de ma part, on va vous expliquer à un moment donné, je ne sais plus où, template project, on va essayer de voir, project ou variable peut-être. New files, on va regarder un petit peu ce qu'il y a là-dedans. Vous pouvez faire écrire. Toujours est-il que, bon, je vais pas passer de temps là-dessus parce que j'ai pas bien répété mon histoire, mais vous voyez que vous pouvez quand même, croyez-moi sur parole, vous pouvez écrire vos propres templates et c'est quand même un sacré avantage. Le deuxième truc, hein, c'est
inspirez-vous des exemples qui viennent. CVI vient avec une quantité monstrueuse d'exemples. N'allez pas réinventer la roue. Donc avant d'écrire du code, hein, si vous faites File, Open, Project, je rappelle quand même que dans la boîte de dialogue standard de Windows, hein, si vous allez tout en haut, il y a toujours un historique, il y a toujours un répertoire qui traîne, qui a toujours attrait à CVI. Donc si vous allez dans Programme Files National Instrument 2013, il suffit de remonter un petit peu. Là vous allez dans Samples. Et là, vous avez des tonnes et des tonnes d'exemples qui vous montrent comment faire une application qui soit client-serveur ActiveX, du datasocket. Et à chaque fois dans les sous-répertoires, il y a beaucoup d'exemples. Vous voulez faire du .NET, voilà, on vous montre ce que l'on est capable de faire avec CVI. Et si vous voulez faire du multithread avec OpenMP, là aussi, vous avez tout un ensemble d'exemples qui sont prêts et à votre disposition. Donc n'hésitez pas, ouvrez-les, étudiez-les, faites-les planter et une fois que vous êtes à peu près satisfait, inspirez-vous de ce que vous aurez pu lire. D'accord? Bon, vous ne pourrez pas dire que j'en ai pas parlé. Ok? Un truc qui est tout bête, hein, j'en ai déjà parlé la dernière fois dans la précédente vidéo, mais je reviens là-dessus parce que c'est important. On a souvent le cas lorsqu'on est, prenons un exemple en C, je crois me rappeler d'un nom de fonction qui, à la fin d'une application, faisait un truc un petit peu particulier ou qui allait, par exemple, on va prendre un exemple tout bête, qui fait printf. Bah, je sais plus ce que c'est, donc je fais CTRL SHIFT P, d'accord, et je fais, si j'écris print, il va me ressortir toutes les fonctions et je vais retrouver bien évidemment des fonctions type isPrint ici ou printf, fprintf, et là je vais pouvoir aller visiter et regarder un petit peu ce que font ces fonctions. D'accord? Donc si je prends fprintf par exemple, on me met, c'est ce que j'avais expliqué la dernière fois, d'un côté un panneau de fonctions qui est l'illustration de mon appel de fonction, et puis tout sur la gauche ici là, ou dans l'arborescence des fonctions ANSI ou des fonctions spécifiques à la Windows CVI se retrouve l'appel de la fonction. Je ne m'étends pas là-dessus, j'en ai déjà parlé, mais ça me paraît relativement important de savoir et de ne pas hésiter à faire des recherches sur des noms de fonctions, parce que bah, des fois on se retrouve bêtement coincé et il suffit de demander assez vite de trouver le nom de la fonction. Ok. Euh, le point suivant, ce serait par exemple, je vais prendre une fonction qui est une fonction super classique. Je vais mettre ici, comme ça vous aurez même l'exemple. Je vais me mettre display panel. Donc je commence à taper display et puis là j'appuie sur CTRL espace. Donc là il va me mettre alors bien sûr si j'évite de faire des fautes, hein, il va me proposer les fonctions et les attributs qui sont possibles. Donc display, on avait dit panel. Donc j'arrive sur la fonction, j'appuie sur la barre de tabulation, c'est hyper classique, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Et là, vous allez avoir une aide contextuelle qui apparaît, et si vous appuyez sur F1, vous avez l'aide de la fonction en particulier, ou du paramètre, ça dépend un petit peu de l'endroit où vous allez vous retrouver. Et puis si je l'appelle, si je mets un paramètre que j'appelle Bob, ce que je peux faire, c'est déclarer mon paramètre alors que je suis en train d'écrire. Donc si je fais CTRL D ici, d'accord. Si je mets ma parenthèse et si je mets mon point virgule, mon appel de fonction est terminé. Il est syntaxiquement correct. J'ai pas oublié le point virgule. J'ai Bob et Bob a été inscrit par CVI tout en haut de ma fonction. D'accord. Donc ça c'est vraiment bien parce que au moins on va écrire dans le. C'est une vraie aide. Ce qui peut être aussi intéressant, hein, c'est n'hésitez pas. Lorsque vous avez une fonction que vous ne connaissez pas, par exemple si je prends set control attribute, je ne la connais pas, contrôle shift espace, vous demandez F1, vous avez l'aide en ligne qui apparaît, vous avez des liens, c'est une aide de type HTML et dans certains cas on peut même lancer des exemples, c'est-à-dire qu'on va relancer une autre instance de CVI pour relancer un exemple. Donc user et abuser, hein, du contrôle shift espace, c'est vraiment quelque chose qui est important. De la même façon, hein, on avait vu que on pouvait voir l'aide en ligne, on pouvait voir les paramètres, on pouvait les déclarer. Là, je vais changer un petit peu de sujet. Ce que je voudrais voir avec vous, c'est la possibilité de mettre des tags directement dans le code source. Parce que je suis en train d'écrire un code source. Oups, ici, je viens ici, et si je fais Shift F2,
et si je fais Shift F2 ici, par la suite, si je fais F2, d'accord, je vais me balader avec mon curseur dans différentes sections de code. Donc ça, associé avec tout ce qu'on a vu hein, au préalable, avec des macros qui me permettraient de mettre de la doc, tout ça, ça me permet de faire rapidement des allers-retours et de noter un petit peu ce que j'ai à faire. Ok. Donc voilà un petit peu les outils que j'utilise moi lorsque j'écris du code. Euh, donc n'hésitez pas, hein, le truc le plus important c'est CTRL SHIFT espace, il y a pas à tortiller là-dessus. Lorsque l'on est en train de compiler du code, c'est la troisième série de raccourcis clavier que je voudrais voir avec vous, on va être amené à utiliser des raccourcis clavier qui sont un petit peu différents. Le premier des raccourcis clavier, hein, c'est CTRL B, ça vous permet de déterminer le bloc courant dans lequel vous êtes. Par exemple, si je me mets là, dans les paramètres de Get Control Value, si je fais CTRL B ici, je retrouve les paramètres. Et si je prends ça, je retrouve le bloc du switch. Et si je prends ça, je retrouve le bloc de la fonction. Ça peut être utile des fois parce qu'on a du code qui est mal écrit, mal indenté ou quoi que ce soit. Puis à la compilation, ça passe pas. C'est souvent, ça peut arriver. C'est des fois des problèmes de parenthèse ou d'accolade. N'hésitez pas à faire CTRL B pour aller voir de quoi il retourne. Euh, un autre truc, c'est lorsque vous avez un problème avec une fonction alors que vous êtes en train de compiler, si vous double-cliquez sur le nom de la fonction et vous faites CTRL-I, vous allez avoir, on va ouvrir le fichier .h qui utilise la fonction dans laquelle la fonction est déclarée, d'accord? Donc ça c'est une déclaration. Et puis la définition a lieu sans doute dans une librairie auquel on n'a pas accès. Donc n'hésitez pas à faire CTRL-I sur, par exemple, même sur vos propres fonctions, là on arrive directement sur la fonction, hein, mais si je prends une fonction de ce code là, je vais revenir là-dessus, je vais retrouver sur ma fonction, je vais retrouver ma fonction, et puis à ce moment-là, je vais être tranquille. Donc CTRL-I, c'est quelque chose qui est intéressant. Autre point, si vous venez ici, par exemple, vous mettez votre curseur sur la toolbox et vous faites CTRL U, ça s'appelle Open Context Text, donc il va ouvrir le fichier toolbox.h et là vous avez un .h qui est assez monstrueux que tout le monde utilise lorsqu'on fait du CVI, qui comprend tout un ensemble de fonctions assez sympa. Là aussi, n'hésitez pas à utiliser le CTRL U. Par exemple, lorsque vous avez un texte entre côtes, hein, si je fais CTRL U sur une ressource de type User Interface, il va m'ouvrir l'interface graphique et on retrouve bien hein, l'interface graphique que j'avais tout à l'heure à l'écran. Donc là aussi, n'hésitez pas à faire du CTRL U. Bien sûr, ça marche aussi sur les fichiers qui sont entre crochets, donc les fichiers standards. Hein, et donc là, je viens d'ouvrir le fichier utility.h. Donc je vais me remettre ici. Quoi d'autre d'utiliser? J'en avais parlé aussi la dernière fois, rapidement. Si je viens ici et que je fais Edit Toggle Exclusion, donc c'est CTRL E pour les intimes, d'accord? Ces lignes-là sont momentanément inactives. Tout se passe comme si le compilateur ne les voyait plus. D'accord? Donc si au lieu de mettre un commentaire, à un moment donné, ça peut être intéressant simplement de faire un CTRL E. Ça marche pas mieux, ça marche plus vite, on garde ou on garde pas. Bon, n'hésitez pas à faire ça, ça rend de gros services. Et si jamais vous fermez CVI ou si vous ne savez plus où il y a des lignes qui ont été exclues, vous inquiétez pas, CVI surveille tout pour vous. Si jamais vous voulez le faire à la main, vous pouvez faire Resolve All Included Line et là vous pouvez choisir par exemple de les mettre en unexclude, de les mettre en commentaire ou alors carrément de mettre un dièse if 0. Donc là c'est le début d'une zone qui n'est plus utilisée et jusqu'à la fin de la zone qui est plus utilisée. Donc je vais faire CTRL Z et moi je vais faire sur cette zone là, je vais faire CTRL E. Ok. Quoi d'autre à voir? On peut de la même façon, et c'est ce qui est fait ici dans ce projet là, on peut exclure momentanément des projets. Si j'ouvre ce projet là, il a un main. Si j'ouvre ce code source là, il a aussi un main. Je ne peux pas avoir deux mains dans le même projet. Mais pourtant, je suis en train de passer d'une version 5 à une version 6. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus efficace. J'ai un SVN que j'ai pas mis en route là-dessus, mais j'ai un gestionnaire de révision que j'utilise pas là. Mais donc qu'est-ce que je fais? Je garde tout le monde dans le même projet et j'exclus momentanément. Ça se fait en cliquant droit ici et on fait
exclude from build ou CTRL E. Donc, et ici, je vais faire include file in build. D'accord? Ici, je viens ici, et si je fais CTRL E, il est exclu momentanément. Ok? Donc ça, c'est assez bien. Et toujours dans la partie, dans la partie débugage ou pas débugage, mais la partie compilation de code, il y a quelque chose que j'aime bien moi qui s'appelle preprocess source file. C'est intéressant parce qu'à ce moment-là, CVI il va inclure à la main tous les points H qu'on a utilisés. Donc, il va étendre toutes les macros et au lieu de passer ça directement au compilateur qui va lui compiler le code, il me rend tout ça dans un beau fichier texte. Et par exemple, ça me permet de vérifier comment les macros que j'utilise dans mon code sont étendus. Et ça, c'est vraiment bien parce que des fois, quand il nous manque des parenthèses dans une macro, bah, on est bien embêté et on ne sait pas comment s'y retrouver. Donc, n'hésitez pas, hein, le truc, ça s'appelle preprocess source file, autrement dit, machouille-moi le source file et donne-moi ce que tu as. Donc, voilà un petit peu dans la partie compilation ce que j'utilise en termes de raccourci clavier. J'avais parlé tout à l'heure d'un bonus. Ça fait 25 minutes que je cause, je pense que j'en ai là pour 3-4 minutes, donc on va y aller. Ici, mon menu Tools, ça c'est le menu standard, et moi j'ai des entrées qui sont des entrées supplémentaires. Il faut voir que le menu Tools, comme le menu Librairie, sont des menus que vous pouvez compléter. Donc si je vais dans Customize, par exemple, on va voir que j'ai mes deux entrées supplémentaires, et si je m'amuse à aller éditer cette entrée, on va voir que je lui ai donné un nom. Le programme à appeler, c'est explorer.exe, je vais y revenir dans 2 minutes, à qui je vais passer un paramètre qui va être bêtement un site web que j'ai l'habitude de voir assez souvent sous les yeux. D'accord? Je fais quasiment la même chose avec le SDK. Là, je vais pointer sur une partie du site web de Microsoft et puis je mets une entrée SDK parce que c'est ce qui m'intéresse. Alors, il est intéressant de noter que si je vais dans le menu Tools et que je fais C++ référence, donc j'ai une fenêtre qui va arriver à l'écran qui est mon Google préféré, d'accord, qui est mon explorateur par défaut, et puis que bien évidemment ici, si je tape printf, d'accord, je vais avoir la possibilité de trouver une aide en ligne à propos de printf. Bon, c'est marrant, cette fonction printf, elle a plein d'options. Ça pourrait être quand même intéressant d'essayer de voir un petit peu parce que je me demande ce que je suis capable de faire avec CVI. Bah, ce que je vous propose dans ce cadre-là, d'accord, c'est de découvrir quelque chose que l'on appelle la fenêtre d'exploration. Donc c'est en gros c'est un bac à sable, hein, c'est un truc qui est relativement simple, hein. Ça s'appelle Interactive Execution. Alors vous oubliez tout ce qu'il y a là, d'accord? Et puis on va se dire tiens je vais essayer de faire printf, bah je sais pas moi, une phrase, un tiret et puis un nombre hexadécimal. Bah ouais, mais moi je sais plus trop comment on fait un nombre hexadécimal, donc je vais faire anti/n, ouais, des guillemets peut-être, et puis ici, je sais pas moi, mon nombre je vais l'appeler Bob, ok, comme d'habitude. Je vais peut-être le déclarer, int Bob, puis je vais même lui donner une valeur, 128. Et puis bah, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Shift F5 où je vais simplement appuyer sur la flèche verte et on va voir un petit peu ce qui se passe. Alors là, de manière complètement indépendante du projet sur lequel je travaille, je suis vraiment dans un bac à sable, hein, je peux faire ce que je veux, je peux tout casser. CVI va compiler le code et va vous permettre de tester quelques lignes de code. Là, il me dit, bah, t'es gentil Philippe, mais il te manque un fichier include, donc je vais le rajouter à la main. Hein. Dièse include stdio.h, c'est toujours pareil. Shift F5, run. Et puis on va se rendre compte qu'il compile. Alors si je vais rechercher la petite fenêtre qui est là, il m'a affiché 128, ce qui n'y est absolument pas ce que moi je veux voir à l'écran. Donc là ça va pas du tout cette histoire là. Donc ce qu'on va faire c'est que on va essayer d'autres options. Mais comment est-ce qu'on va essayer d'autres options? Bah, c'est tout bête, si je suis intelligent je vais revenir avec mon super raccourci. Je vais reprendre ma fonction printf ici.
je vais voir toutes les options et puis je vais découvrir que pour afficher un point hexadécimal, il se pourrait peut-être judicieux d'utiliser par exemple un X majuscule. Bon, j'ai pas de problème, allons-y, j'utilise un X majuscule. Et puis je relance. Et je suis complètement indépendant de mon code. Et on se rend compte qu'en effet, 128 en hexadécimal, moi qui cause hexadécimal tous les jours, ça fait 80. Oui, mais moi non, ce que je voudrais en fait, c'est quelque chose d'un petit peu plus malin. Ce que je voudrais, c'est utiliser une autre option qui me permettrait de signifier, par exemple, que j'ai, par exemple, un certain nombre de caractères devant. Et ben, je vais utiliser ce qu'on m'indique ici, hein, le dièse. Donc, je reviens ici, je vais mettre un dièse. Shift F5 et je relance mon code. Et puis bah, mon code va être compilé. Ah, ça commence à ressembler, ça fait 0x80. Ouais, ce qui serait bien quand même, c'est que ça soit aligné sur 8 octets. En fait, si je fais ça, si je relis la doc, hein, si je relance mon code, je vois que bah, pour faire ça, il va falloir que j'utilise cette option-là, qui n'a pas l'air de faire grand-chose. Mais si je l'associe au chiffre 8, ça veut dire en français dans le texte, fais-moi un affichage de nombre hexadécimal que tu vas compléter avec 0 pendant 8 octets et tu vas m'afficher le contenu de la variable Bob. Et normalement, là, je suis clair. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de ce moment-là, ce truc-là, ça ressemble à ce que je veux. Je fais CTRL-C, ici. Je vais dans mon code source. Je fais CTRL-V et normalement, je suis safe. Bon, il faudra peut-être que j'ai déclaré Bob. Et puis que je lui mette 256 pour changer. À partir de ce moment-là, ce que je voulais montrer simplement avec cette fenêtre interactive, c'est que vous avez les moyens de faire beaucoup d'expérimentations sans avoir besoin de compiler l'ensemble de votre projet, ce qui peut vous faire gagner quand même pas mal de temps. La deuxième chose, c'est que vous êtes complètement isolé, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Vous avez remarqué que il n'y a pas de main, hein. Ici, j'ai pas de main. Et puis, une fois qu'il a fait les déclarations, qu'il les connaît, ce genre de choses, ben, il n'y a plus besoin de les refaire. Donc, moi, ici, si je voulais rajouter, je sais pas, moi, une autre fonction, je vais mettre une autre fonction, n'importe quoi, j'ai pas besoin de rajouter des choses. Enfin, tout ce qui est grisé est compris par CVI. Si maintenant vous voulez faire une autre déclaration de variable, int Marcel égale 366 par exemple, et si je vais faire ici printf %d /n et que je mets ici Marcel, lorsque je vais lancer mon code, d'accord, donc il va le compiler, on va voir ce que ça passe, si ça passe ou autre, bah, il me refait exactement le même affichage, il y a simplement la ligne Marcel qui apparaît. Hein. Si maintenant moi je veux m'amuser à changer mes lignes, ou si je veux tout annuler, vous avez la possibilité de faire ici Clear Windows, d'accord, pour nettoyer toute la fenêtre interactive, ou vous allez avoir la possibilité, ou alors vous avez la possibilité de supprimer toutes les déclarations qui ont été préalablement faites. Faut pas hésiter à le faire. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La fenêtre interactive, hein, n'est pas la solution miracle à tout, mais c'est simplement la possibilité sur un coin de table, gentiment, de faire des tests en C, des fois qu'on voudrait rapidement éviter d'avoir à compiler l'ensemble de son projet. Bon, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour des principaux raccourcis clavier. Si je fais si je fais un résumé de ce dont on a parlé, on a vu tout ce que j'utilise pour faire de l'édition de code source. Hein. On a vu ensemble ensuite une partie qui est les raccourcis clavier que j'utilise lorsque l'on écrit du code. Hein. N'oubliez pas un CTRL SHIFT espace, celle-là il ne faut pas l'oublier. Les autres raccourcis concernaient plutôt les outils que j'utilise lorsque je suis en phase de compilation et que je râle parce que je ne trouve pas mes erreurs. Et puis enfin deux bonus qui vont vous permettre d'étendre le menu Tools, d'accord, ou le menu Librairie. Commencez par le menu Tools et je vous ai montré rapidement comment vous pouviez intégrer des sites web directement et puis très facilement jouer après avec ça dans votre environnement.
Bon, écoutez, j'espère que j'ai pas été trop long, que c'était instructif. N'hésitez pas à réécouter et à vous mettre en mode 720p parce que la vidéo normalement est enregistrée avec ce format-là et vous devriez être capable de la visionner même en plein écran. Bah écoutez, amusez-vous bien, rigolez bien, plantez CVI, essayez de pas trop planter vos programmes. Je vous souhaite une excellente soirée. Allez, à plus, ciao.